Hello, nous c'est Léa et Pauline, passionnées de tech. Aujourd'hui, on remonte le temps avec un nouveau format d'Erreur 404. On part à la rencontre de celles et ceux que l'histoire de la tech a oubliés. Pendant quelques épisodes, laissez-vous emporter pour découvrir des trajectoires méconnues qui ont pourtant façonné le monde d'aujourd'hui. Vous écoutez un nouvel épisode d'Erreur 404 en noir et blanc. Bonne écoute! Paris m'impressionnera toujours. On a beau essayer de parcourir cette ville, l'explorer, la vivre, la dévorer, elle regorge de toujours plus de surprises. Tu sais, Balzac disait « Paris est un océan. Tu peux tenter de le conquérir comme Eugène de Rastignac, ou alors tu acceptes de t'y noyer dans la course à opportunité. » Passe-moi ton interprétation balsacienne. C'est bon, j'ai compris. J'arrête. Au moins, cette vraie vie dans laquelle tu te noies à force de l'explorer, cette faim de vivre que tu ne peux pas nourrir, cette chance de marcher sur les pas de tous ces scientifiques qui ont occupé les rues de Paris, je trouve que c'est toujours plus intéressant que ces contenus masculinistes qui ont envahi mon téléphone. Je crois bien que mon algorithme est rouillé et n'a pas bien compris ce qui m'intéressait. J'ai vu un documentaire dessus l'autre jour. C'est lunaire. Tu penses que ces mouvements sont une réponse à la libération de la parole féminine, que ce soit au sujet des violences ou encore des inégalités ? En vrai, j'en sais rien. J'en ai connu certains, des hommes qui craignaient de se faire comme dépassés, émasculés par une partenaire trop brillante et talentueuse. J'ai toujours interprété cela comme un manque de confiance. Dès petite, j'ai compris que c'était loin d'être la norme de côtoyer des hommes qui affirment haut et fort leur alliance à la cause féministe. Je me souviens de cette projection en plein air du film Barbie qui avait été annulée en Seine-Saint-Denis l'été dernier, à cause de la pression d'un petit groupe d'hommes qui disaient que le film portait préjudice à l'intégrité de la femme, quand ça les arrange. Je pense qu'il manque de rôle modèle aussi. Ils se sentent peut-être non légitimes. Ou il manque de courage, ou de compréhension du sujet. C'est compliqué. Quand on n'est pas directement concerné de se positionner sur un sujet tout en laissant la priorité aux femmes de s'exprimer. Exactement. C'est un sujet complexe. L'engagement des hommes sur ces sujets de libération de la parole des femmes et de la lutte pour leur liberté. J'ai connu un homme qui a rejoint une association de prévention des violences sexuelles et sexistes, alors que ses proches savaient qu'il en avait lui-même commis. Entre repentance ou opportunité pour son image, je n'en sais rien. Pourtant, même si c'est un sujet complexe, on a besoin d'eux. On a besoin d'hommes francs et sincères qui croient en la cause, par simple respect de l'autre, qu'ils comprennent dans le plus profond d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent nous considérer seulement comme leur égal. Il faudrait qu'on leur trouve un rôle modèle, une personne à laquelle ils peuvent s'identifier. Je sais qui on peut leur faire rencontrer. Tu penses à qui ? On peut leur faire rencontrer Pierre Curie. Il était prêt à renoncer à son prix Nobel si sa femme ne l'avait pas. Il a défendu sa femme et sans s'en rendre compte a défendu les femmes, en posant la question de leur rôle et implication dans les sciences et les recherches et les inégalités criantes quand on en vient à l'étape de la reconnaissance. C'est une histoire d'amour qui porte en elle un profond respect et une admiration mutuelle qu'ils avaient l'un pour l'autre. C'est une histoire mal connue, à vrai dire. Une histoire transformée pour ériger un roman national. Une histoire où l'on oublie le rôle de certaines femmes, où l'on connaît seulement la vie de Pierre Curie à travers Sol de Marie, où le génie de cette femme, mythifiée en une scientifique exceptionnelle, nous fait presque oublier qu'elle a été une femme qui aime profondément que ce soit la France, la physique, ses filles, Pierre ou encore Langevin, où l'on en oublierait presque qu'Irène Joliot-Curie est une des féministes françaises ayant le plus fait avancer la cause, et les actions d'Ève Curie. Une histoire de profond respect, de sentiments forts, de vie intense et parfois écourtée. Marie Curie, certains historiens se sont penchés sur la question. Elle n'était pas ce qu'on pourrait dire une féministe, comme sa fille Irène ou sa collaboratrice Gleditch. Mais elle avait conscience de la cause, et surtout elle a fait ce qu'elle veut. Et cette volonté de faire ce qu'on veut, soutenue par celui ou celle qu'on aime, je crois que ce serait une façon de montrer à la génération masculine qu'on a aussi besoin d'eux pour que les choses changent, pour pouvoir nous aussi choisir la vie que l'on souhaite. Je suis né en 1859, dans une famille parisienne bourgeoise, d'origine alsacienne et protestante. Mon père était médecin, comme tous les hommes de notre famille avant lui. C'est lui qui m'a transmis cette fascination pour les sciences. Pas dans une école, l'instruction n'était pas obligatoire à l'époque, mais à la maison, entre les livres et les expériences qu'il me montrait. Je n'ai jamais supporté les règles rigides, les méthodes qui étouffent la curiosité. Alors, un précepteur m'a préparé au baccalauréat. Je l'ai obtenu à 16 ans, comme tant d'autres.
Mais ce qui m'attirait, c'était ce qui se cachait derrière les équations, derrière les lois, les mathématiques d'abord, puis la physique. À 18 ans, j'avais ma licence de sciences physiques. 1 an plus tard, j'étais préparateur à la faculté des sciences, chargé des manipulations physiques pour les étudiants. C'était là, à la Sorbonne, que j'ai approfondi la cristallographie, le magnétisme. Mes premiers travaux portaient sur les longueurs d'onde calorifiques. Puis, je collabore avec mon frère, Jacques, préparateur de Charles Friedel au laboratoire de minéralogie de la Sorbonne. Il étudie les propriétés électriques des cristaux. Jacques, mon aîné, né en 1855. Et c'est ensemble que nous avons découvert la piézoélectricité. Une pression sur certains cristaux, et soudain, une étincelle d'électricité. Pas de centre de symétrie, pas d'équilibre parfait. Juste cette capacité à transformer une force en énergie. Mais en 1883, Jacques est nommé professeur de minéralogie à Montpellier. Nos chemins se séparent. Moi, je reste. En 1885, notre découverte nous permettra de concevoir le premier quartz piézoélectrique, capable de générer des courants de faible intensité. Pour autant, les symétries et les répétitions dans la formation des cristaux ne me quitteront jamais. J'introduirai ces notions si familières aux cristallographes en les généralisant dans la physique. Je suis nommé chef de travaux, puis professeur à la nouvelle école municipale de physique et de chimie industrielle, EPCI. Il ignorait qu'il allait passer 22 ans de sa vie dans ces murs. 22 ans à enseigner, à chercher, à douter. Ce sont des fonctions que j'ai prises le lendemain même de ma soutenance de thèse de doctorat d'État en mars 1895 sur les propriétés magnétiques des corps à diverses températures. Dans cette thèse, j'établis une loi qui montre qu'il existe une certaine température critique, appelée aujourd'hui point de Curie, au-dessus de laquelle les propriétés magnétiques des ferromagnétiques disparaissent ou sont fortement diminuées. À la soutenance de thèse de Pierre Curie est invitée une jeune physicienne avec laquelle le jeune chercheur s'est lié d'amitié et qu'il avait rencontrée au printemps de l'année 1894 par l'intermédiaire d'un ami physicien polonais. Elle s'appelle Maria Zlodowska. Et puis, il y a eu elle. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis née Maria Zlodowska en 1867 à Varsovie, sous l'occupation russe. 5e enfant d'une famille où mon père, professeur de mathématiques et de physique, et ma mère, institutrice, nous ont appris à aimer le savoir. Avant moi, il y avait Zofia, Joseph, Bronia et Elena. En 1876, Zofia meurt du typhus. 2 ans plus tard, ma mère s'éteint de la tuberculose. Mon père, déjà mis à l'écart pour ses idées politiques, se retrouve seul. Alors, je me réfugie dans les études. Une médaille d'or pour mon application. La note maximale, 5 dans toutes les matières. Le polonais, le russe, le français, l'allemand, l'anglais. Mais en Pologne, les femmes n'avaient pas accès aux études supérieures. Pour financer les études de médecine de Bronia, je deviens gouvernante dans des familles aisées. 3 ans de solitude, de privation. 3 ans à économiser chaque rouble pour qu'elles puissent étudier. En 1891, je quitte la Pologne pour Paris. Je rejoins Bronia, désormais installée avec son mari médecin. Il m'héberge. À la Sorbonne, je vis de presque rien. Je me nourris à peine. Mais j'étudie pendant 3 ans. La physique, les mathématiques, la chimie. En juillet 1893, je suis reçue première à la licence de sciences physiques. Une pension de 600 roubles me permet de continuer. Je rêve d'indépendance et je me prends une chambre de bonne à côté de la faculté. Je veux vivre libre, comme je l'entends. L'année suivante, j'obtiens ma licence de mathématiques, mais cette fois-ci, j'arrive 2e. J'hésite à retourner en Pologne. Je souhaite aider à l'émancipation de mon pays. Je ne sais pas si je veux vivre loin de mes racines. On m'a confié depuis peu un travail sur les propriétés magnétiques des aciers. J'hésite à quitter Paris, mais quelque chose me retient. Il y a la science, mais il y a aussi ses lettres, à lui. Des mots simples, précis, comme ses expériences. Tu sais, Pauline, c'est intéressant. En France, à cette époque, il était presque impossible pour une femme de préparer le baccalauréat sans une éducation privée. Les lycées publics sont accessibles à partir de la loi Camille C de 1880, mais les langues mortes sont proscrites, les matières scientifiques enseignées à un niveau élémentaire pour se concentrer sur la langue française, les langues vivantes, la littérature et l'histoire. La loi écrit «
Il faut choisir ce qui peut leur être le plus utile, insister sur ce qui convient le mieux à la nature de leur esprit et à leurs futures conditions de mère de famille, et les dispenser de certaines études pour faire place aux travaux et aux occupations de leur sexe. Elles ne sont pas préparées au baccalauréat. Dans les pays de l'Est, malgré l'occupation russe, les femmes avaient accès à un secondaire public de très bonne qualité, mais étaient interdites d'université. Leur diplôme, considéré comme un équivalent du baccalauréat, leur permettait d'intégrer l'université en France. C'était en 1894 à l'école municipale de physique et chimie industrielle. J'avais passé les examens de la licence de physique et je préparais ceux de la licence de mathématiques. En même temps, je commençais à travailler au laboratoire de recherche du professeur Lippmann. Un physicien polonais avec qui j'étais en relation et qui estimait beaucoup Pierre Curie nous invita un jour ensemble pour passer la soirée avec lui et sa femme. Quand j'entrai, Pierre Curie se tenait dans l'embrasure d'une porte-fenêtre donnant sur un balcon. Il me parut très jeune, bien qu'il fût alors âgé de 35 ans. J'ai été frappé par l'expression de son regard clair et par une légère apparence d'abandon dans sa haute stature. Sa parole, un peu lente et réfléchie, sa simplicité, son sourire à la fois grave et jeune inspiraient confiance. Une conversation s'engagea entre nous, bientôt amicale. Elle avait pour objet des questions de science sur lesquelles j'étais heureuse de demander son avis, puis des questions d'intérêt social ou humanitaire auxquelles nous nous intéressions tous deux. Il y avait entre sa conception des choses et la mienne, malgré la différence de nos pays d'origine, une parenté surprenante, attribuable sans doute, en partie, à une certaine analogie dans l'atmosphère morale, au milieu de laquelle chacun de nous avait grandi dans sa famille. Je me souviens de ce fameux soir. Elle était là, avec ses yeux sombres, son allure déterminée. Elle m'a demandé mon avis sur ses recherches. Elle voulait tout savoir, tout comprendre. Et moi, j'ai senti que je pouvais lui faire confiance. Je lui écris, plus tard, avant qu'elle ne parte pour la Pologne. Ce serait une belle chose, à laquelle je n'ose croire, que de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisés dans nos rêves, vos rêves patriotiques, notre rêve humanitaire et notre rêve scientifique. Je ne voulais pas la retenir, pas comme ça, mais je lui dis de revenir. Pas pour moi, pour son travail. Vous travaillerez mieux ici, vous ferez une besogne plus solide, plus utile. Il m'a encouragé à poursuivre ma thèse sur les rayons uraniques. Lui, il a abandonné ses propres recherches pour me soutenir. Nous nous sommes mariés en 1895, sans cérémonie. Juste nous deux et nos rêves. Pour notre voyage de noces, nous sommes partis en Bretagne. Nos seuls cadeaux, 2 bicyclettes. Irène est née en 1897, Ève en 1904. Notre vie était là, entre nos enfants et nos recherches. Un laboratoire dans notre appartement, puis rue Laumont. J'ai été reçue première à l'agrégation de physique en 1896. Mais je n'ai pas pris de poste. J'avais choisi une autre voie. En 1864, Maxwell et Clark avaient découvert les ondes électromagnétiques. Puis, en 1895, Röntgen avait à son tour mis en évidence les rayons X. Et en 1896, Becquerel observe que les rayons émis par l'uranium s'impriment sur les plaques photographiques sans source de lumière visible. Fin 1897, Irène vient tout juste de naître. Marie Curie décide de faire de la recherche scientifique sur les rayons uraniques de Becquerel pour préparer sa thèse de doctorat en physique, encouragée par Pierre, qui choisit lui-même d'abandonner ses symétries et ses cristaux pour la soutenir dans cette quête passionnante. Le directeur de l'école a dit oui. Nous allons enfin pouvoir commencer. J'ai déjà une idée de nos premières expérimentations. Pas si vite. Nous pourrons utiliser un atelier vitré situé au rez-de-chaussée, rue Laumont, qui servait jusqu'alors de magasin et de salle des machines. Nous pourrons y faire nos traitements chimiques ? Pour cela, nous allons devoir nous organiser différemment. Il y a ce hangar abandonné.
séparée par une cour de l'atelier où est notre installation électrométrique. C'était une baraque en planches, au sol bitumé et au toit vitré, protégeant incomplètement contre la pluie, dépourvue de tout aménagement. Elle contenait pour tout matériel des tables de sapin usées, un poêle en fonte dont le chauffage était très insuffisant, et le tableau noir dont Pierre aimait tant se servir. Dans ce laboratoire de fortune, ils ont travaillé presque sans aide pendant 2 ans. Ils étaient à cette époque entièrement absorbés par le nouveau domaine qui s'ouvrait devant nous, grâce à une découverte aussi inespérée. Regarde ça, Pierre. Tu as faim? Oui, mais je veux continuer à réfléchir sur ce problème. On peut faire les deux. On se retrouve au hangar. Tu sais, Pierre, même quand tout ne fonctionne pas au laboratoire, je suis heureuse. Une de mes plus grandes joies, c'est d'entrer la nuit dans notre laboratoire. De tous côtés, il y a ces silhouettes faiblement lumineuses, des bouteilles ou des capsules contenant nos produits. C'est vraiment un spectacle adorable, toujours surprenant. Les tubes qui rayonnent ressemblent à de pâles lueurs de fées. Je suis d'accord, Marie. Je crois que cette joie, c'est notre rêve de curiosité qui se réalise. Promets-moi qu'on ne brevettera jamais rien. Cette science doit appartenir à tous et à toutes. Et à la curiosité. Pour faire avancer la connaissance. Pour construire la théorie de la radioactivité, il y a eu plusieurs effets. L'identification par Becquerel d'un effet visible de ces rayons sur les plaques photographiques, ces lumières bleuâtres dont parle Marie Curie dans ses lettres. Les pâles lueurs de fées, l'air qui devient conducteur. Mais reprenons la démarche scientifique de Marie Curie. Marie s'aperçoit, au début de l'année 1898, que les 3 roches qui permettaient d'extraire l'uranium sont beaucoup plus radioactives que l'uranium lui-même. Pierre, ces roches renferment autre chose d'encore plus radioactif que l'uranium. C'est la seule explication. Il faut écrire une note à l'Académie des sciences. Alors, 12 avril 1898, les 3 roches permettant... Marie et Pierre parviennent à extraire l'élément uranium et après de nombreuses séparations chimiques, quelque chose de fascinant opère, en juillet 1898. Regarde Pierre, la fraction qui contient l'élément bismuth demeure très radioactive. Le bismuth n'est pas radioactif. Pourtant, sur ton cahier de laboratoire, tu as écrit qu'elle est 400 fois plus radioactive que l'uranium lui-même. Tu comprends ce que je vois ? Oui Marie, il n'y a pas de doute. Il n'en est pas possible autrement. Cette fraction contient un élément chimique inconnu. Il faut écrire une communication à l'Académie des sciences. Comment pourrait-on l'appeler ? On peut l'appeler polonium ? Évidemment. À l'aide du chimiste Gustave Bémont, Pierre et Marie Curie parviennent à extraire la fraction contenant le barium, qui montre une radioactivité 900 fois plus radioactive que l'uranium. C'est une évidence. Il s'agit d'un nouvel élément. Le 26 décembre 1898, ils communiquent leur découverte et baptisent leur deuxième enfant de l'amour radium, qui vient du mot latin radius, signifiant rayon. On vit notre rêve, Pierre. Tu avais promis qu'il fallait que je reste en France, tu avais raison. Mais il nous reste beaucoup de travail. Oui, il faut extraire le radium et le polonium. J'ai une tonne de pêche blinde. Je pense que c'est un bon début. Marie Curie ne le sait pas encore, mais à partir de cette tonne de pêche blinde, elle parviendra à isoler 1/10 de gramme de sel de radium et elle mettra 4 ans atteignant une radioactivité 1 million de fois plus grande que l'uranium. En 1903, pour tenter d'expliquer la radioactivité, Albert Laborde et Pierre Curie reprennent l'hypothèse de 1898 de Marie Curie, pour tenter d'expliquer le dégagement de chaleur spontanée par le radium. Dicte-moi ton hypothèse de 1898, Marie. Je vais la noter pour y voir plus clair. La radioactivité est une propriété exclusive des atomes du radium, de thorium, de polonium. Il s'agit d'une propriété des atomes et non des réactions chimiques. Tu veux essayer de comprendre le dégagement de chaleur ? Oui, il est trop important pour venir d'une simple modification chimique. La modification est plus profonde. 1 gramme de radium peut faire fondre son poids en glace et peut recommencer jour après jour pendant des années. L'énergie mise en jeu dans la réaction des atomes serait extraordinairement grande. Les effets de la radioactivité, cette lumière bleuâtre avec laquelle on peut lire dans la nuit, cette chaleur, cette impression sur les plaques photographiques, la possibilité de rendre l'air conducteur. Et il y a un dernier effet, dévastateur. Becquerel viendra avertir le couple Curie sur les effets dévastateurs du radium. Écrivant « Ce radium, je l'aime, mais je lui en veux ». Friedrich Giesel, un chimiste allemand, tente d'isoler le polonium à son tour pour le produire industriellement, à la suite de la communication de juillet 1898 des Curie. Il tente également d'isoler le radium. Il écrit même à Pierre et Marie Curie qu'il est plus facile de purifier le radium à partir de sels de bromure que les sels de chlorure. En octobre 1900, Friedrich Giesel publie dans la Société chimique, à propos des substances radioactives, un rapport décrivant l'application de 200 mg de radium pendant 2 heures. Pierre décide de mettre son corps à l'expérience,
pendant 10 heures. Plus tard, en 1923, dans la biographie de son mari, Marie Curie écrira à ce propos que Pierre Curie a volontairement exposé son bras pendant plusieurs heures à l'action du radium. Il en résulta une lésion qui ressemblait à une blessure qui s'est développée spontanément et a mis plusieurs semaines à guérir. Henri Becquerel avait par accident subi des brûlures similaires en transportant dans un tube en verre, dans la poche de sa veste, des sels de radium. le couple Curie écrira une note à l'Académie afin d'y décrire les résultats de l'expérience, rapprochant les effets de ceux d'une exposition prolongée aux rayons X. Le transport de petits tubes scellés dans une boîte métallique causa à Madame Curie des brûlures similaires. Les extrémités de leurs doigts deviennent dures et douloureuses. La peau chute au bout de 15 jours, mais la sensibilité douloureuse dure pendant 2 mois. En juin 1903, 6 mois avant le prix Nobel, un peu avant la soutenance de Marie, les époux Curie sont invités à présenter leurs travaux auprès de l'Institut royal de Grande-Bretagne. Je suis vraiment désolé, Marie, que tu n'aies pas pu présenter nos travaux. Ce n'est pas grave, ce sont les règles. Merci d'avoir pris soin de distinguer mes travaux de nos travaux communs. Mais tu trembles, mon Pierre. Je sais. C'est pour ça que tout à l'heure le tube de radium m'a échappé des mains. Je suis épuisé, Marie. J'ai des névralgies aux doigts. Je peine à m'habiller. Je ne sais pas si je pourrais aider de nouveau au laboratoire avec la même énergie qu'avant. Ne dis pas de bêtises. Viens, on va prendre du repos. Les effets des substances radioactives commencent à prendre de la place dans la vie du couple Curie. Pierre Curie écrira à ce propos à de multiples reprises à son ami physicien Georges Gouy. Cher ami, je ne suis ni en bonne santé, ni malade, mais je me fatigue facilement. Il ne me reste qu'une faible capacité de travail. Ma femme, au contraire, vit une vie très active entre ses enfants, l'école de Sèvres et le laboratoire. Elle ne perd pas une minute. Marie se consacre au laboratoire, cherche sans relâche, élève sa fille et s'investit à l'école normale supérieure de jeunes filles, située à Sèvres, en souvenir des discriminations qu'elle a vécues en Pologne. Elle forme toute une génération de jeunes filles, dont certaines deviendront chercheuses. Cher ami, je m'étais trompé en vous disant que j'étais en meilleure santé. J'ai eu plusieurs crises nouvelles et la moindre fatigue les détermine. Je me demande si je pourrai jamais travailler sérieusement au laboratoire dans l'état où je suis maintenant. En juillet 1903, Marie Curie soutient sa thèse. Une soutenance peu ordinaire, à vrai dire. Ses travaux avec Pierre Curie ont déjà fait un grand bruit lors de l'exposition universelle de 1900. Décembre 1903. Le prix Nobel de physique est attribué à Henri Becquerel et au couple Curie. C'est l'histoire officielle. Mais en 1950, les textes proposant les candidatures au Nobel sont rendus publics. On découvre que la liste proposée initialement en 1903 par l'Académie des sciences ne comportait que 2 noms, Henri Becquerel et Pierre Curie. Pourtant, dès 1903, des rumeurs viennent aux oreilles de Pierre Curie. Henri Becquerel et Pierre Curie sont pressentis pour le prix Nobel de physique. Et c'est a priori le mathématicien Henri Poincaré qui joua un rôle clé dans cette volonté d'exclusion de Marie Curie. Pierre Curie s'empara de sa plume et mit en péril une distinction à laquelle tout scientifique contemporain oserait à peine songer. Il écrivit à ce monsieur Poincaré. Cher monsieur, j'ai appris qu'il était question de nous proposer, monsieur Becquerel et moi, pour le prix Nobel pour l'ensemble des recherches sur la radioactivité, et que vous vouliez bien vous occuper de cette question. Ce serait pour moi un très grand honneur. Cependant, je désirerais beaucoup partager cet honneur avec Madame Curie et que nous soyons jugés ici comme solidaires, de même que nous l'avons été dans tous nos travaux. Madame Curie a examiné les propriétés radioactives des sels d'uranium et de thorium et des minéraux radioactifs. C'est elle qui a eu le courage d'entreprendre la recherche chimique des éléments nouveaux. Elle a fait tous les fractionnements nécessaires pour la séparation du radium et déterminer le poids atomique de ce métal. Il me semble que si nous n'étions pas considérés comme solidaires dans le cas actuel, ce serait déclarer en quelque sorte qu'elle a seulement rempli le rôle de préparateur, ce qui serait inexact. Quelques mois plus tard, il écrivit une deuxième lettre, répétant ce qu'il a dit à Poincaré, et termina sa missive par une phrase lourde de sous-entendu. Il va sans dire que je ne compte pas du tout sur ce prix et que s'il ne nous est pas donné, je n'en aurai aucune déception. Et c'est ainsi que Pierre et Marie Curie reçurent conjointement aux côtés d'Henri Becquerel le prix Nobel de physique en 1903 pour leurs travaux sur la radioactivité. Marie Curie devint la première femme à recevoir le prix Nobel. Cela ne fera pas évoluer Poincaré pour autant. Son fils Léon devint mathématicien, alors que ses filles seront interdites d'études et l'une deviendra la secrétaire de son père.
En décembre 1903, les Curie sont trop épuisés pour faire le voyage pour le prix Nobel. Ils le feront 1 an et demi plus tard, en 1905. En biologie, les rayons du radium produisent des effets intéressants qui sont actuellement étudiés. Les rayons du radium ont été utilisés pour le traitement de certaines maladies, mais dans certains cas, leurs effets peuvent devenir dangereux. Si on garde sur soi une boîte en bois ou en carton contenant une ampoule en verre avec quelques centigrammes de radium, on ne sent absolument rien. Mais 15 jours plus tard, une rougeur va apparaître sur l'épiderme, puis une plaie qui sera très difficile de guérir. On peut concevoir que dans des mains criminelles, le radium pourrait devenir très dangereux. Et la question peut donc se poser de savoir si l'humanité bénéficiera des secrets de la nature, si nous serons suffisamment adultes pour en profiter, ou si cette connaissance ne se révélera pas dangereuse. Considérez par exemple les découvertes de Nobel, l'inventeur de la dynamite. Des explosifs puissants ont permis à l'homme de faire des choses admirables, mais ils sont aussi un moyen de destruction terrible dans les mains de ces grands criminels qui conduisent les nations à la guerre. Je fais partie de ceux qui croient, comme Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes à venir. Marie a placé cette conclusion dans la biographie de Pierre, en 1923, comme un hommage à son idéalisme, à sa foi en l'humanité. Dans ce discours, Pierre évoque également qu'un effet prolongé au radium peut entraîner la paralysie et la mort et qu'il faut le transporter dans une boîte en plomb. Mais il parle aussi des applications de santé. C'était l'idée de Pierre de commencer des études avec des médecins. Effectivement, la radiumthérapie, devenue radiothérapie. Pierre a donné dès 1901 des produits aux médecins pour soigner des lésions cutanées du lupus érythémateux. A posteriori, on sait que ces traitements ont fait plus de dégâts que de bien pour des maux non cancéreux. Mais en 1903, 2 médecins russes annonceront la première guérison d'un cancer de la peau. Notre découverte est devenue utile à l'humanité, non seulement par sa grande importance scientifique, mais aussi par son pouvoir de soulager la souffrance humaine et d'agir sur de terribles maladies. Cela a été une splendide récompense pour nos années de dur labeur. En 1905, Pierre est nommé professeur à la Sorbonne, et on lui attribue un petit laboratoire, rue Cuvier. Marie Curie, quant à elle, est nommée chef des travaux du laboratoire de son mari. Léa, tu savais qu'après avoir reçu le prix Nobel de physique en 1903, Marie et Pierre Curie se sont intéressés à un domaine bien éloigné de la radioactivité ? À partir de 1904, ils ont participé à un groupe de recherche, assez particulier ? Particulier ? Tu veux dire le spiritisme ? Pas exactement. Le groupe d'études sur les phénomènes psychiques, créé dans le cadre de l'Institut général psychologique, composé entre autres de Henri Bergson et Charles Richet, un prix Nobel de physiologie. Ils n'étaient pas adeptes, Léa. Il est vrai que mes parents se sont intéressés à ces phénomènes-là, mais toujours en observateurs, jamais en adeptes du spiritisme, avec cette rigueur qui leur tenait à cœur. Écrira plus tard leur fille Ève. Tu es sûr que c'est une bonne idée, Pierre ? Cette Eusapia Palladino, on dit qu'elle est la diva des savants. Mais après tout, elle reste une médium. Justement, Marie, elle accepte que ces séances soient contrôlées scientifiquement. L'Institut dispose de moyens inégalés, mesures physiologiques, psychologiques et même des détecteurs pour éviter les fraudes. L'astronome Camille Flammarion lui-même a travaillé avec elle. Flammarion ? Bon, d'accord. Mais je reste observatrice, Pierre. Pas question de me laisser emporter par des illusions. « 24 juillet 1905. Nous avons eu des séances avec Eusapia Palladino, et de nombreuses choses que nous avons vues ne nous semblent pas pouvoir être expliquées par des trucages. Un domaine entier de faits et d'états physiques entièrement nouveaux, dont nous n'avons aucune notion. » Pierre Curie, lui, semble de plus en plus convaincu. Il prend même la direction d'une commission pour étudier ces phénomènes. Mais Marie, elle, reste méfiante. Et puis, ils ont découvert des fraudes ? Oui, et cela a tout changé.
Marie, déçue, abandonnera complètement ses recherches. Mais Pierre, il n'aura pas le temps d'aller plus loin. Regarde-les, Marie. Irène avec ses questions sans fin. Ève qui court partout comme un petit oiseau. Elle grandit si vite. Oui. Et Irène commence déjà à me demander des exercices de physique. Elle a ton esprit, Pierre. Cette curiosité et cette soif d'apprendre. Et Ève, elle, a ton sens de l'équilibre. Regarde-la. Elle trébuche et se relève comme si de rien n'était. Tu sais, Marie, j'ai pensé à leur futur. À ce qu'on pourrait leur laisser. Pas seulement des souvenirs, mais une place dans ce monde. On leur laissera notre travail, Pierre. Nos découvertes. Et surtout, l'idée qu'elles peuvent tout accomplir. Qu'elles sont libres de choisir leur chemin. Oui, elles feront ce qu'elles veulent. Comme toi. 2 jours après s'être virés dans la vallée de Chevreuse pour Pâques, afin de se reposer de leur fatigue et de leurs maux, le couple Curie est séparé. Pierre meurt tragiquement en 1906, renversé par un attelage dans la rue Dauphine à Paris. Pierre, mon Pierre, tu es là, calme comme un pauvre blessé qui se repose en dormant, la tête enveloppée. Ta figure est douce et sereine. C'est encore toi, enfermé dans un rêve dont tu ne peux sortir. Tes lèvres, que jadis j'appelais gourmandes, sont blêmes et décolorées. Ta petite barbe est grisonnante. On voit à peine tes cheveux, car la blessure commence là et au-dessus du front, à droite, apparaît l'os qui a sauté. Oh, comme tu as eu mal, comme tu as saigné, tes habits sont recouverts de sang. Quel choc terrible a subi ta pauvre tête que je caressais si souvent en la prenant de mes 2 mains. J'ai baisé tes paupières, que tu fermais pour que je les embrasse, en m'offrant ta tête d'un mouvement familier. Nous t'avons mis en bière, samedi matin, et j'ai tenu ta tête pour le transport. Nous avons mis le dernier baiser sur ta figure froide, puis quelques pervenches du jardin dans la bière et le petit portrait de moi que tu appelais la petite étudiante bien sage et que tu aimais. C'est le portrait de celle qui avait eu le bonheur de te plaire assez pour que tu n'hésites pas à lui offrir de partager ta vie alors que tu ne l'avais vue que quelques fois. Tu m'as dit bien souvent que c'est la seule occasion de ta vie où tu aies agi sans aucune hésitation, avec la conviction absolue de bien faire. Mon Pierre, je crois que tu ne t'es pas trompé. Nous étions faits pour vivre ensemble et notre union devait être. Ta bière est fermée et je ne te vois plus. Je n'accepte pas qu'on la recouvre de l'affreux chiffon noir. Je la recouvre de fleurs et je m'assieds près d'elle. On vient te chercher, assistance attristée, je les regarde, je ne leur parle pas. Nous te conduisons à Sceaux, et nous te voyons descendre dans le grand trou profond. Puis, affreux défilé de gens. On veut nous emmener, nous résistons. Jacques et moi, nous voulons voir jusqu'au bout. On comble la fosse, on pose les gerbes de fleurs, tout est fini. Pierre dort son dernier sommeil sous la terre. C'est fini, de tout. On est en 1906. Marie Curie devient veuve, celle que tout le monde appelle désormais la grande dame en noir. Sa fille Irène a 8 ans et Ève 1 an et demi. Les collègues de Pierre à la Sorbonne ont eu l'élégance de ne pas déclarer la chaire vacante. Marie Curie est nommée chargée de cours. Ils la déclareront par la suite vacante en 1908, la tradition étant qu'on donne la chaire aux chargés de cours. Le 5 novembre 1906, elle reprend le cours de Pierre Curie à la Sorbonne à l'endroit même où il l'a interrompu. La salle est bondée. Elle a demandé à ce que ses élèves de Sèvres puissent venir. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avions abordé la question des propriétés radioactives des éléments et leur impact sur la matière. Aujourd'hui, nous verrons comment ces propriétés peuvent être mesurées et analysées. Pierre, je n'ai pas remercié les ministères. J'ai commencé le cours là où tu l'avais laissé. Au mot précis. Je me sens si seule sans toi. C'est arrivé si vite. Heureusement que j'ai ton père et notre gouvernante. Mais je crois que ça ne suffit pas. Tu es trop loin de moi. Je veux déménager à Sceaux, près de là où tu reposes. Je me réfugie dans le travail. J'ai entrepris une étude des différentes familles radioactives et je cherche à préciser les propriétés chimiques des différents radioéléments. Et j'ai les filles. Je ne pensais qu'à ta mort en poursuivant ton enseignement. À la fin du premier cours, il y a des imbéciles qui sont venus me féliciter. Ses filles et la physique l'ont sauvée. Dès la mort de son père, Irène, 8 ans, développe une relation intellectuelle et émotionnelle très proche avec sa mère.
Regarde Pauline, j'ai trouvé des archives des cartes postales qu'Irène et Marie Curie s'envoyaient quand ces filles passaient l'été à Saint-Palais-sur-Mer, près de Royan, ou que Marie était en déplacement. Le tramway de la forêt et de la tour a déraillé à l'aller et au retour. Irène racontait son quotidien de vacancière. Mais elle demandait aussi des exercices de physique à sa mère, qui lui envoyait ensuite les corriger. Mon cher Pierre, diriger ton laboratoire rue Cuvier seul n'est pas chose aisée. Il faut que je recrute d'excellents éléments, les meilleurs. Ils viennent se former chez nous pour préparer le doctorat ou sont déjà très expérimentés et viennent des laboratoires de Mayer ou de Rutherford. J'ai recruté une chimiste très compétente pour purifier des matériaux radioactifs, Gleditsch. Je pense qu'elle te plairait. Je la trouve très féministe. Elle serait prête à favoriser le recrutement des femmes. Je pense que seule la compétence compte. Paul Langevin t'a fait un bel hommage. Ton élève a repris ta place de professeur de physique à l'école municipale de physique-chimie industrielle. Nous avons fondé une coopérative avec lui et quelques amis littéraires et artistes pour éduquer enfants de manière égalitaire, qu'ils soient garçons ou filles. J'y enseigne la physique, Paul Langevin les mathématiques. Dans son journal intime, elle parle à Pierre comme une adepte du spiritisme, comme si elle espérait conserver un lien avec lui. C'est émouvant. Elle va même faire une séance en demandant à Palladino de communiquer avec son défunt mari en ramenant les vêtements dans lesquels il est mort. Mais par la suite, elle reniera toutes ses études et préférera dire qu'il s'agit simplement d'une fraude. Malgré ce deuil qu'elle porte tous les jours à la couleur de sa robe, elle sera nommée professeure titulaire à la Sorbonne en 1908. L'Université de Paris et l'Institut Pasteur décident de lui construire un laboratoire en décembre 1909. Afin d'assurer la continuité de son œuvre, la Faculté des sciences de Paris me fit le très grand honneur de le remplacer dans la chaire qu'il occupait. J'acceptai ce lourd héritage, avec l'espoir de faire édifier un jour, en son souvenir, le laboratoire digne de lui qu'il n'a jamais eu, mais qui profiterait à d'autres pour développer sa pensée. Cet espoir est maintenant en partie réalisé, grâce à l'initiative commune de l'Université et l'Institut Pasteur, qui a abouti à la création d'un institut du radium composé de 2 laboratoires, Curie et Pasteur, destinés à l'étude physico-chimique et à l'étude biologique des rayons du radium. Elle est la première femme à occuper un poste à responsabilité dans l'enseignement supérieur, en étant professeure à la Faculté des sciences de Paris et directrice d'un laboratoire de recherche. En 1910, elle isola le radium métallique avec André de Bierne. La même année, son beau-père meurt. En 1911, je fus désignée pour préparer l'étalon international de radium dans un fin tube de verre qui contient le sel pur de radium que j'avais utilisé. Après la mort de Pierre Curie, Marie revêt le noir du deuil, en alternance avec sa blouse grise de chercheuse. Elle parvient à isoler du radium, prouvant que c'est un élément. Elle est reconnue de façon internationale. Sa reconnaissance internationale est cependant entachée par des controverses. Et une campagne de presse misogyne s'apprête à s'effondrer sur Marie Curie lors de l'année 1911. Mon cher Pierre, je me suis laissé convaincre par Langevin et les autres de me présenter à l'Académie des sciences. L'Académie a proposé mon nom pour ton siège. Marie, tu dois te présenter à l'Académie des sciences. Tes travaux t'ont donné des admirateurs. Tu n'es pas questionnable. Mes travaux inspirent, mais pas mon sexe. Fais-le, il faut que tu le fasses. C'est le fauteuil de Pierre. Je sais. Je vais réfléchir. Mon cher Pierre, je me lance dans la course pour l'entrée à l'Académie des sciences. Je le fais uniquement car c'est ton siège. Ce sont nos travaux. Je vais aller défendre ton siège. Face à elle, Édouard Branly. Marie Curie s'apprête à rejouer l'affaire Dreyfus. La presse d'extrême droite s'empare de la candidature pour faire un branly anti-Dreyfusard contre Marie Curie, polonaise et juive, bien qu'elle ne le soit pas. Zlodowska sonne juif, ça suffit pour la presse antisémite de l'époque. La réhabilitation de Dreyfus est récente. 1906, seulement 4 ans se sont passés. La France baigne encore dans un antisémitisme ambiant. Les campagnes de presse antisémites et misogynes prennent de l'ampleur. L'Institut de France demande à l'Académie des sciences de rejeter la candidature de Marie Curie. Édouard Branly l'emporte sur Marie Curie. L'année 1911 est une année difficile pour Marie Curie. L'année 1911 terrorisera Irène, Ève et Marie pour toujours. Pas seulement à cause du refus d'entrer à l'Académie française. Il y a également le scandale de la révélation de la liaison amoureuse de Marie. Attends, je croyais qu'elle avait abandonné toute possibilité de retrouver l'amour après la mort de Pierre. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire. C'est ce qu'on a construit dans le mythe national. Mais Marie Curie, c'est une femme et une scientifique.
loin de la veuve austère que l'on nous a dépeint. Elle a aimé profondément Pierre, Irène, Ève et Paul. Paul ? Marguerite Borel, femme de lettres, première femme présidente de la Société des gens de lettres et amie de Marie Curie, invite le tout Paris chez elle. Un jour, elle voit arriver Marie dans une robe blanche. La robe noire habituelle est restée au placard. Elle sait que quelque chose a changé. Elle est amoureuse. Exactement. Elle est amoureuse de Paul Langevin, ancien étudiant de Pierre, un fervent soutien de la théorie de la relativité. Marie sort de la dépression liée au deuil de son mari. Paul lui sourit. C'est un secret qu'il faut tenir bien gardé. Marie Curie a été élevée en figure de la veuve noire, interdite de sexualité. Paul est marié et père de famille. Mais elle est amoureuse et elle veut refaire sa vie avec Paul Langevin, elle, la femme dont on remet en question les découvertes. Paul, j'ai envie de déménager, d'avoir une maison, des enfants de l'amour. Et des confitures, beaucoup de confitures. Je veux tout, tu comprends ? La science, toi, une famille. Je le sais, Marie. Cet amour, c'est plus fort que nous. J'ai inventé un code secret pour nos lettres. Notre amour ne sera que plus beau s'il est protégé. Tu es incroyable, Marie. Mais Jeanne ne doit rien savoir. Pas encore. Je ne suis pas prêt. Je ne l'aime plus, c'est sûr, sois-en certaine. Mais je ne suis pas prêt à la laisser à subir ses foudres. Il m'est difficile de comprendre que tu lui préfères le mensonge plutôt que la sincérité. J'aime entièrement, avec tout mon être. Avec Jeanne, on ne se comprend pas. Mes précédentes conquêtes l'ont rendue jalouse et violente. Elle m'a déjà frappé avec une chaise. Elle n'a qu'un mot à la bouche, l'argent. Tu sais, elle n'est pas méchante du tout. Elle veut que tu sortes de ton laboratoire et que tu deviennes un industriel nanti, au lieu de courir toujours après 2 francs. Ce n'était pas méchant, c'est vulgaire. On ne travaille pas son destin pour de l'argent. Passons. Il faut que je retourne à l'écriture de mon traité sur la radioactivité. On se voit demain. Je t'écrirai. J'ai déjà hâte de vous lire, Marie. Comment allez-vous conserver le lyrisme de votre écriture en utilisant le code secret ? Nous étions faits pour nous rencontrer. Vous êtes si belle, Marie. Je te fascine, Paul. Qu'est-ce que j'y peux ? Oui, si seulement je pouvais tout recommencer. Tu peux tout recommencer. C'est ta vie. Je ne peux pas. Jeanne n'est pas la femme pour moi, mais je ne peux pas me résoudre à la quitter. Mes conquêtes précédentes l'ont fait pâlir de rage et de violence. Je sais. Tu m'y fais penser. J'aurais voulu ton avis sur un problème scientifique. Marie, j'ai fait aussi vite que possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jeanne a découvert une de mes lettres à ton domicile. Elle était pleine de rage. Elle est venue jusque chez moi et m'a frappée. Ses doutes grandissaient, mais désormais, elle en est certaine. Elle me menaçait de mort si je continuais notre relation. Je suis désolé, Marie. Sincèrement désolé de te causer tous ces soucis. Peut-être faudrait-il que nous arrêtions. Il n'en est pas question. J'ai pensé à tout. J'ai loué un endroit, rue du Banquier. Rien de luxueux, mais c'est à nous. Personne ne nous y connaît. Je vais m'y installer et nous pourrions nous y retrouver. Discrètement. Nous nous transmettrons nos lettres via un petit tiroir fermé à clé. Paul et Marie vivent une parenthèse enchantée qui ne dure guère. Jeanne veut venger son humiliation. Elle s'appuie sur Henri Bourgeois, son beau-frère, journaliste et profondément anti-Dreyfusard. Il voit en cette vengeance une possibilité de nouvelles sensationnelles pour la chronique judiciaire Le Petit Journal, dont il est le directeur. Henri Bourgeois envoie ses hommes épier les amants pour accumuler des preuves. Jeanne et Henri vont bénéficier d'un contexte favorable. Je suis désolé, Marie. Je n'aurais jamais dû te pousser à candidater à l'Académie des sciences. Tu ne pouvais pas savoir ce que la presse allait inventer. À seulement 2 voix. L'Académie des sciences a déjà maintenu le vote. Henri et Jeanne jubilent. Le moment est parfait. Le traitement de Marie Curie dans la presse est plus qu'injurieux. Il n'en sera plus facile que de l'attaquer. Et ils ont toutes les preuves. Marie, ils ont nos lettres. Je sais que Jeanne sait. Ça ne date pas d'hier. Non, Marie, tu ne comprends pas. Ils ont toutes nos lettres. Henri Bourgeois, il m'a fait chanter. 4000 francs où il publiait nos lettres. Alors j'ai payé. Mais maintenant, Jeanne me demande 1000 francs de pension alimentaire et la garde exclusive des enfants. Je suis prêt à tout. Tout, sauf les enfants. Je respecte ta décision. L'affaire Langevin éclate. Les lettres sont publiées le 4 novembre 1911, alors que Marie et Paul se trouvent au congrès de Solvay. Marie vient de publier son traité de radioactivité. Une lettre que Marie écrit à Paul pour le convaincre de quitter Jeanne, qu'il n'aime plus
la qualifie en briseuse de ménage, en froide calculatrice. Henri Bourgeois a agi en toute illégalité, mais il est malin. Il a donné les lettres à d'autres journaux. La belle-mère du physicien Paul Langevin ouvre les hostilités. À cette époque, la presse française est la première au monde avec près de 2 millions de tirages par jour. Il faut du fait divers à la une. Mon gendre a été capturé par Marie Curie. Elle est sa maîtresse et elle le pousse à abandonner sa femme et ses 4 enfants. C'est n'importe quoi. Paul Langevin devient le Chopin de la polonaise, Marie Curie, l'ogresse juive. On lui attribue la religion juive et elle est présentée comme la voleuse de mari d'une femme catholique. Les titres xénophobes et antisémites se multiplient, produits d'une presse menée par des hommes politiques conservateurs qui fournissent l'armée. Tout ce qui ressemble à un Dreyfusard est à abattre. On veut abattre Marie Curie et toute la Sorbonne avec. Regarde Pauline, si on décortique la comptabilité de Marie Curie, on peut s'apercevoir que la hausse des dépenses des vêtements de Marie due à sa relation amoureuse se mue en dépenses de taxi et de fiacre quand l'affaire Langevin éclate. Elle ne veut pas être vue. Je considère toute intrusion de la presse et du public dans ma vie privée comme abjecte. Je reprendrai par la voix de mon avocat une action rigoureuse contre la publication des lettres m'ayant été attribuées. J'exigerai en réparation des sommes importantes qui seront utilisées dans l'intérêt de la science. Au même moment, Jeanne porte plainte pour adultère auprès du parquet de Paris. Marie risque la prison. Paul, pas grand-chose. Mes amis me croyaient morte. Je disparaissais dès que je le pouvais. Fin novembre 1911, une foule cerne sa maison et la caillasse. Il crie « Dehors l'étrangère ». Irène sera profondément marquée par cette année et deviendra l'une des personnalités qui a fait le plus avancer le droit des femmes dans notre pays. Ève ne voudra plus jamais qu'on parle en sa présence des humiliations imposées à sa mère lors de l'année 1911. Les sociétés dominées par les hommes n'aiment pas les femmes extrêmement douées qui ne sont pas moyennes. Pourtant, Marie Curie, c'est l'exemple même d'une femme qui fait des découvertes scientifiques tout en étant une femme amoureuse et une mère. En parallèle de ces scandales, elle se bat pour la poursuite de leur œuvre commune à Pierre Curie et à elle. Je souhaite que la radioactivité, une science née en France, puisse s'y développer. Nous avons besoin pour cela d'un institut pour les recherches sur la radioactivité et ses applications. Le directeur de l'institut devra non seulement diriger les recherches scientifiques pures, mais il devra aussi contribuer au développement de l'industrie des substances radioactives, au moyen de relations avec les industriels, comme cela a lieu actuellement. Il devra de plus aider par ses conseils techniques le progrès des recherches biologiques et médicales. Face au scandale, le doyen de l'université lui demande de quitter Paris. Mais son amie, Marguerite Borel, fille du doyen, sauve Marie Curie de l'affaire Langevin en l'hébergeant rue d'Ulm. Nous sommes avec les filles rue d'Ulm. Marguerite Borel nous héberge depuis que cette foule est venue à notre domicile. J'ai appris, dans ce scandale ahurissant, que j'étais récipiendaire du prix Nobel de chimie pour mes travaux sur le radium et le polonium. J'ai refusé la Légion d'honneur par fidélité à mon Pierre. Il l'avait refusé 2 fois. Cette nouvelle a-t-elle permis d'effacer le scandale ? Absolument pas. Le prix Nobel de chimie fera moins de bruit que ma liaison avec Langevin. Au départ, il m'est impossible de faire le voyage à Stockholm. Je dois comparaître au tribunal à Paris. Paul, pour éviter la catastrophe d'une condamnation, négocie avec Jeanne. Il retourne avec elle. La campagne de presse s'arrête, le procès est annulé. Jeanne a gagné. Le cœur serré, Marie se dirige vers Stockholm, laissant à jamais terminer cette liaison avec Paul Langevin. Ses amis l'ont soutenue, les Dreyfusards, les scientifiques, Einstein lui-même. Et là où Pierre l'avait défendu plus tôt pour partager le Nobel avec elle, Marie évoque à son tour le rôle de son mari décédé en 1906 dans leurs travaux de recherche. Je tiens à rappeler que la découverte du radium et celle du polonium ont été faites par Pierre Curie en commun avec moi. On doit aussi à Pierre Curie dans le domaine de la radioactivité des études fondamentales qu'il a effectuées soit seul, soit en commun avec moi, soit encore en collaboration avec ses élèves. Au retour de son voyage, Marie est hospitalisée et passe toute l'année de 1912 quai de Béthune, restant cachée. En 1913, Marie Curie revient à Varsovie. Pour la première fois depuis son départ, elle foulerait à nouveau le sol de sa patrie. L'occasion,
L'inauguration du pavillon de la radioactivité, un hommage à ses découvertes. Mais ce retour est bien plus qu'une cérémonie. C'est sa première conférence scientifique. J'ai revu des endroits auxquels m'attachent des souvenirs d'enfance et de jeunesse. J'ai revu la Vistule et la tombe au cimetière. Ces pèlerinages sont à la fois doux et tristes, et on ne peut s'empêcher de les faire. Cette conférence, prononcée dans sa langue maternelle, marque un tournant. Marie Curie, la scientifique française, redevient Maria Sklodowska, l'enfant de Varsovie. La salle, comble, retient son souffle. Après des années d'exil, de lutte, de scandale, elle est enfin chez elle. Un banquet est offert en son honneur par les femmes polonaises. Parmi les convives, une vieille dame, assise au bout de la table, observe Marie avec une tendresse infinie. C'est la directrice de son ancien pensionnat, celle qui, des décennies plus tôt, avait vu en cette jeune fille timide un génie en devenir. Elle embrasse les mains de Marie comme on bénit un enfant prodigue revenu au bercail. L'été 1913 sera doux pour Marie. Sa santé, mise à rude épreuve par les années de travail et de scandale, s'améliore. Elle parcourt à pied les montagnes de l'Engadine, en Suisse, avec ses filles, Irène et Ève, et sa gouvernante. Mais cette année-là, 2 guides d'excursion peu communs les accompagnent. Albert Einstein et son fils. Albert, vous marchez comme si vous calculiez la trajectoire de chaque caillou. Une amitié franche et fidèle naît entre eux. 2 géants de la science, l'un allemand, l'autre polonaise, unis par la culture mathématique exceptionnelle et une même soif de comprendre l'univers. Einstein, préoccupé, marche souvent en silence, les yeux perdus dans le vide. De temps à autre, Einstein agrippe le bras de Marie et s'écrie « Vous comprenez, madame, c'est que j'ai besoin de savoir ce qui se passe aux passagers d'un ascenseur quand cet ascenseur tombe dans le vide. » Albert, vous pensez encore à votre théorie de la relativité, même en vacances ? Cet été-là, Marie Curie rit. Elle marche, elle respire. Pour la première fois depuis des années, elle n'est ni la veuve éplorée, ni la scientifique controversée, ni l'amoureuse honnie. Elle est simplement Maria, une femme libre, entourée de ses filles, de ses amis et des montagnes qui touchent le ciel. Et pour un instant, tout est léger. « 1914. Elle a un rêve. Créer un lieu où la science pourrait non seulement avancer, mais aussi sauver des vies, ce qui permettrait de poursuivre la quête que Pierre avait commencée, en collaborant avec les médecins. L'Institut du Radium voit le jour, un bâtiment moderne, équipé des derniers appareils, capable d'accueillir plus d'étudiants et plus de chercheurs. Ici, on ne parle pas seulement de radioactivité, on parle de guérison, de lutte contre le cancer. Cet institut ne sera pas seulement un lieu de recherche, ce sera un lieu de vie, un endroit où l'on soigne, où l'on enseigne, où l'on découvre, et surtout où l'on accueille ceux qui veulent apprendre. L'Institut du Radium devient rapidement un phare, un centre majeur pour la recherche sur la radioactivité, mais aussi pour la médecine. Marie Curie y forme une nouvelle génération de scientifiques, de médecins, de techniciens. Elle veut que la science serve l'humanité. Elle est sur le point de prouver à quel point cela est crucial. Août 1914. La Première Guerre mondiale vient de commencer. Le gouvernement français prépare un repli à Bordeaux. On propose à Marie Curie de déplacer son précieux étalon de radium, la référence mondiale pour les mesures de radioactivité. Une tâche délicate, dangereuse. Mais Marie refuse qu'on s'en charge à sa place. Personne ne touchera à mon radium. Je m'en occupe moi-même. Elle transporte elle-même l'étalon dans le train, le dépose en lieu sûr, de son propre choix. Pendant ce temps, les laboratoires Curie et Pasteur de l'Institut de Radium sont contraints de suspendre leur activité naissante. Le personnel est mobilisé, mais Marie, elle ne reste pas les bras croisés.
Marie Curie comprend rapidement l'enjeu. Les blessés meurent souvent faute de soins rapides. La doctrine de l'état-major est claire. Envoyer les blessés loin des fronts, dans des hôpitaux surchargés. Mais Marie a une autre idée. Elle organise un service radiologique militaire, révolutionnaire. Il nous faut des véhicules équipés, des appareils portables. Les blessés doivent être soignés sur place immédiatement. Elle équipe des voitures avec du matériel radiologique. 20 véhicules, surnommés les Petites Curies, sillonnent les routes de France. 200 stations radiologiques sont installées près des fronts. 100 matriculatrices, formées en urgence, rejoignent les équipes. 1 million de blessés seront ainsi radiographiés, soignés, sauvés. Marie Curie ne se contente pas de diriger. Elle agit. Elle obtient même son certificat de conduite pour les voitures à pétrole et se rend régulièrement sur le front, seule, comme les autres volontaires. Irène, viens, il faut installer l'appareil ici, près de cette tente. Irène, sa fille aînée, n'a que 17 ans. Mais elle s'impose face au chirurgien, fait valoir ses observations, ses radios. Elle paiera cher cette précocité. Exposée très tôt aux produits radioactifs, elle souffrira toute sa vie de graves problèmes de santé. Ève, sa cadette, n'a que 14 ans. Elle ne rêve pas de science, mais de devenir pianiste. Mais pour Marie, pas question. Il faut d'abord passer le baccalauréat. Ève, tu feras de la musique après. D'abord, il faut que tu aies une éducation solide. La science t'ouvrira des portes que tu ne soupçonnes même pas. Pendant la guerre, Marie Curie ne se contente pas d'organiser. Elle innove. Dans son laboratoire de l'Institut du Radium, elle forme des infirmières aides-radiologistes. Elle y établit aussi un service d'émanation, qui fabrique des ampoules de radon. On a découvert que ce gaz, issu du radium, accélère la cicatrisation des blessures. Grâce à cela, les soldats peuvent retourner plus vite sur le front. Chaque ampoule compte. Chaque seconde gagnée peut sauver une vie. En 1916, Marie Curie est partout. Sur les routes avec ses petites curies, dans les hôpitaux de campagne, dans son institut qui tourne au ralenti. Elle seconde Antoine Béclair à la direction du service radiologique des armées, puis dirige celui de la Croix-Rouge. Elle est infatigable. Et quand la guerre se termine, en 1918, Irène, désormais majeure, devient officiellement l'assistante de sa mère. Elle a continué ses études de mathématiques et de physique, malgré les privations, malgré les risques. Elle a choisi la voie de la science, comme sa mère, comme son père. Marie et Irène souffriront plus tard de maux intenses liés à la manipulation sans protection de l'équipement radiologique associé à l'opération des petites curies. Elles auront donné leur santé à un pays qui pourtant, en 1911, criait « Dehors l'étrangère ». « 1920. La guerre est finie. Marie Curie, auréolée de sa contribution héroïque, retourne à son laboratoire. Mais le monde a changé. Elle aussi. Désormais, elle est une célébrité internationale. Respectée, courtisée. Pourtant, les défis sont immenses. Le baron de Rothschild et Claudius Rego, un éminent cancérologue, lui apportent un soutien financier décisif. Ensemble, ils créent la Fondation Curie, destinée à soutenir l'Institut du Radium. Enfin, les moyens suivent les ambitions. Avec cette fondation, nous pourrons enfin développer nos recherches sans compter. 1921. Marie abandonne l'idée de faire d'Ève une médecin radiologue. Elle a compris que sa cadette ne partagera pas sa passion pour la science. Qu'importe. Elle l'emmène avec Irène aux États-Unis. Une tournée triomphale l'y attend. Les femmes américaines se sont cotisées pour lui offrir 1 gramme de radium. Un cadeau inestimable, valant près de $100 000 de l'époque. La presse américaine s'emballe, mais elle écrit n'importe quoi. On parle de la pauvreté de son enfance, de Marie et son fils Pierre, confondant Irène avec un garçon. Les articles se multiplient. 19 848 en tout. Souvent fantaisistes, parfois méprisants. Marie Curie, la savante aux mains brûlées par le radium, élève seule son fils Pierre dans un taudis parisien. La presse invente tout, j'ai l'habitude. Mais peu importe. Ce radium, c'est un espoir pour la recherche, pour l'humanité. Ce voyage est permis par une femme, Marie Mélonnet. Cette journaliste avait interviewé Marie Curie en 1920 dans son laboratoire. Elle y apprend que Marie Curie, ayant cédé du radium pour soigner les patients atteints d'un cancer, était dépourvue de moyens financiers pour acquérir ce précieux élément.
Mrs. Melloney lui promit de réparer son injustice, et c'est ce qu'elle fit. « 1922. Marie Curie devient la première femme membre de l'Académie de médecine, sans même s'être représentée. Une reconnaissance tardive, mais éclatante. La même année, elle rejoint le Conseil de la Société des Nations, comme membre de la Commission internationale de coopération intellectuelle, l'ancêtre de l'UNESCO. Elle y côtoie Henri Bergson et Albert Einstein. 1923. Marie demande, et obtient, l'extension de l'Institut du Radium. Les laboratoires s'agrandissent, les équipements se modernisent, mais elle ne s'arrête pas là. En 1928, elle installe un laboratoire annexe à Arcueil, dédié au traitement chimique des corps radioactifs. En 1929, un 2e gramme de radium lui est offert par ses admiratrices américaines. Elle en fait don à l'université de Varsovie, sa ville natale. Chaque gramme compte. Chaque découverte peut sauver des vies. 1930. La vie privée de Marie Curie est tout aussi mouvementée que sa carrière. Irène, 28 ans, soutient sa thèse sur le comportement des rayons alpha du polonium. Elle est brillante, déterminée, comme ses parents. La même année, Irène épouse Frédéric Joliot, un jeune assistant de l'Institut du Radium. Ils auront 2 enfants. Une nouvelle génération de scientifiques est en marche. Ève, elle a quitté Chardourne pour se fiancer à Henri Bernstein, un homme de théâtre. Elle abandonne définitivement sa carrière de pianiste pour se lancer dans le journalisme. Elle écrit sur la vie théâtrale, mondaine, et veille sur la santé déclinante de sa mère. Quand Irène Joliot-Curie s'élance dans les sciences, les bancs de l'université sont très différents que ceux que Marie Curie a connus. 28% des étudiantes en sciences sont des femmes, et désormais, on les voit comme des concurrentes. « 1934. Marie Curie a 66 ans. Elle travaille, encore. Elle lit, encore. Des poèmes surtout. Des milliers de vers, en allemand, en français, en russe, qu'elle connaît par cœur. La littérature est son refuge, son réconfort. Mais au bout de 30 minutes, invariablement, elle se redresse. Elle prend ses cahiers et elle travaille, jusqu'à 2-3 heures du matin. Autour d'elle, les papiers s'accumulent. Des équations, des notes, des projets inachevés. Elle n'a jamais pu s'habituer à un fauteuil, à un bureau. Il lui faut de l'espace. Une place illimitée, comme ses rêves, comme ses ambitions. Elle aime la nature, les montagnes, les sentiers, l'eau. La nature est mon élément, confie-t-elle parfois. Là, elle se sent libre. Mais ses phases de vitalité sont de plus en plus rares. 35 ans qu'elle manipule du radium. 4 années de guerre passées sous les rayons X. Son corps oscille entre maladie et santé. Certains jours, elle est vaillante, infatigable au laboratoire. D'autres, la fièvre la cloue au lit. Quand elle se sent mal, elle rédige son livre. Radioactivité. Comme si elle savait que le temps lui était compté. Comme si elle voulait tout transmettre avant de partir. Les médecins s'inquiètent. Ève demande la consultation de 4 sommités. Le diagnostic tombe. Marie Curie est condamnée par un mal inconnu. Une fièvre tenace, des douleurs atroces. On parle d'abord d'une anémie pernicieuse. Mais la vérité est plus cruelle. Marie Curie est une victime à longue échéance du radium. Son corps, usé, ne peut plus lutter. On l'envoie au tanatorium, en montagne. L'air pur, le calme. On espère atténuer la douleur, soulager son âme. Mais la maladie progresse. Le 4 juillet 1934, la fièvre de Marie monte à 40 degrés. Ève, j'espère qu'Irène et Frédéric auront le prix Nobel. Le 6 juillet 1934, Marie Curie s'éteint. Une leucémie radio-induite. Elle n'est pas morte de ses manipulations de radium de ses premières années. Non. C'est la guerre qui l'a emportée. Ces années passées sous les rayons X, dans les petites curies, a sauvé des vies au prix de la sienne. Elle est inhumée dans le cimetière de Sceaux, aux côtés de Pierre. Sur sa tombe, un livre. Radioactivité, couverture grise. Elle laisse derrière elle un héritage immense. Une science révolutionnée. Des vies sauvées. Et 2 filles, Irène et Ève, qui porteront son flambeau, chacune à leur manière.
Depuis cet après-midi, Pierre et Marie Curie sont les 70e et 71e grands hommes, comme l'on dit, admis au Panthéon. La cérémonie officielle que vous avez pu suivre en direct sur France 2 a été présidée par François Mitterrand devant un parterre de personnalités, parmi lesquelles Édouard Balladur et Jacques Chirac. Commentaire Jean-Claude Alanic. Un choix symbolique pour porter les deux cercueils de Pierre et de Marie Curie, celui de 12 étudiants en physique et en chimie, futurs chercheurs. Et pour les accompagner, des lycéens qui rappellent à leur manière la découverte du polonium et du radium et des rayons alpha et bêta qui valurent 2 prix Nobel aux époux Curie. Pour rendre cet hommage de la nation, François Mitterrand, qui serre la main au Premier ministre candidat et au maire de Paris candidat, sous l'œil d'un 3e candidat, Robert Hue. Sous l'œil aussi d'Ève Curie, fille de Pierre et de Marie, et sœur d'Irène Joliot-Curie, la seule de la famille à avoir choisi le journalisme plutôt que la science. C'est le prix Nobel de physique Pierre-Gilles de Gennes qui devait rappeler l'importance fondamentale de la découverte de la radioactivité. Marie formule alors son hypothèse, ô combien audacieuse. Il y aurait dans la pêche blande une impureté. Des impuretés, ils en trouveront plusieurs. La première portera le nom de son pays, aimé et opprimé. Ce sera le polonium. La Pologne natale de Marie Skłodowska sera évoquée par Lech Walesa, qui rappellera l'engagement patriotique de la jeune femme. Quant à François Mitterrand, il soulignera que c'est aussi la première fois qu'une femme entre au Panthéon en étant honorée pour ses propres mérites. Mais il est un autre symbole qui retient ce soir l'attention de la nation, que j'ai l'honneur d'exprimer devant vous. Celui du combat exemplaire d'une femme qui a décidé d'imposer ses capacités dans une société qui réserve aux hommes les fonctions intellectuelles et les responsabilités publiques, enfin qui les réserve trop souvent. Ce soir, Marie, la jeune étudiante polonaise, devenue 2 fois prix Nobel pour la France, repose au Panthéon, à 2 pas de la Sorbonne, où elle fut la première femme à enseigner, et à 2 pas du laboratoire où elle découvrit le radium avec Pierre Curie. Au fronton de l'histoire, ils ont désormais rejoint Cuvier, Berthelot, Voltaire, Rousseau, Zola et Jaurès. Alors Léa, on referme le livre. Ou presque. Parce que l'histoire de Marie Curie, c'est aussi celle de tous ceux qu'elle a portés avec elle. Et qu'on a un peu oublié. Oui, parce que le mythe Marie Curie, c'est comme une ombre trop grande. Une ombre qui écrase les autres. Pierre bien sûr, mais aussi toutes ces femmes qui ont travaillé à ses côtés. Ces étrangères, ces pionnières qu'on a effacées du roman national. Hélène Gleditsch, cette norvégienne féministe qui a travaillé avec elle sur le radium. Erzsébet Rona, hongroise, qui finira par participer au projet Manhattan. Ou encore Hélène Zavisiano, cette grecque timide qui racontait avoir eu le trac en rencontrant Marie Curie. Et qui a fini par contribuer à la pile Zoé. Et puis, il y a toutes ces étudiantes de l'Est, polonaises, russes, qui ont pu étudier en France grâce à elle. Parce que Marie Curie, elle les accueillait. Pas parce qu'elles étaient des femmes, pas parce qu'elles étaient étrangères, mais parce qu'elles étaient compétentes. Elle disait « On ne peut être bon que lorsqu'on sait ce que l'on veut. » Et elle le savait. Elle voulait la meilleure science. Point. Peu importe d'où venaient ses collaborateurs, peu importe leur genre. Ce qui comptait, c'était le travail. Et pourtant, on retient d'elle l'image de la veuve en deuil, la scientifique austère, la martyre du radium. On oublie qu'elle a choisi sa vie, qu'elle a quitté un milieu bourgeois aisé pour s'installer dans une chambre de bonne, qu'elle a refusé les brevets sur le radium parce qu'elle estimait que la science appartenait à tous. On ne peut pas dire que Marie Curie était féministe. Pierre l'était même sans doute davantage. Mais elle a vécu libre. Et même si elle ne comprenait pas les suffragettes au début, tu te souviens en 1921, quand elle a demandé la libération d'Emmeline Peppic Lawrence, elle a fini par prendre position. En 1932, quand un sénateur a prétendu que même Marie Curie ne réclamait pas le droit de vote, elle a publié un démenti cinglant. Mais Irène, sa fille, est une des personnalités ayant le plus fait avancer le droit des femmes. Pourtant, la majorité ne retiendra que le nom de Marie Curie, dans ce rôle presque trop parfait qu'on lui a donné, en oubliant le reste. Les autres, les femmes de son laboratoire, les étudiantes qu'elle a formées, les collaboratrices qui ont fait avancer la science à ses côtés. Ces filles,
son mari. Alors peut-être que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de se souvenir de toutes ces femmes, de Pierre aussi, de leur travail commun. Parce que la science, ça n'a jamais été une histoire de héros solitaires. C'est une histoire de collectif. Et si on devait retenir une chose de Marie Curie, ce serait ça, non ? Qu'elle a prouvé, sans même le vouloir, qu'une femme pouvait être libre, qu'elle pouvait aimer la science et la poésie, qu'elle pouvait être une mère et une chercheuse, qu'elle pouvait venir de Pologne et devenir une icône française, qu'elle pouvait être veuve et retomber amoureuse. Qu'elle pouvait, tout simplement, vivre sa vie comme elle l'entendait. Et nous, on a encore beaucoup de choses à apprendre d'elle. C'est déjà la fin de cet épisode d'Erreur 404 en noir et blanc. On espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'inspirant. Nous remercions chaleureusement la compagnie À Contre-Nuit pour leur interprétation des grandes figures mises en lumière dans ce format. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et en partageant autour de vous. Pour prolonger la discussion, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, TikTok ou LinkedIn sous le nom Erreur 404 Podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et curieuses et souvenez-vous, plus on sait, plus on est capable d'apprendre. À bientôt sur Erreur 404.